Merci beaucoup. Et puis, bon, mais on espère vous trouver nombreux. Vous pouvez vous inscrire sur le site de Telecom Valley. C'est gratuit et c'est à distance. Ok, merci Edmond. Alors juste du coup, on a eu une question de Fred. Là, c'était comment on Oui. s'inscrit pour Alors, sur l'événement. le Je vois site de... que Oui, on va sur telecomvalley.fr, c'est ça? tout à fait. Telecom Valley. Ouais, je vous envoie le lien. Voilà. C'est Donc, sur le c'est... site. Ouais. Donc pour ceux qui sont sur YouTube, si jamais ils regardent, hein, telecom-valley.fr. Je sais pas s'ils voient le lien que Après, tu envoies sur ouais, YouTube. il y a une page dédiée, hein, c'est telecom-valley.fr/Sophia Security Camp. Voilà, donc vous pouvez y aller directement ou via les actualités de Télécom Valley dans l'agenda. Super. Oui, alors du coup, bon, donc Fred a été un bon élève et a posé la question dans l'onglet questions-réponses du webinaire Zoom. N'hésitez pas, si vous avez donc des questions, posez-les, que ce soit dans le chat ou plutôt dans questions-réponses, parce qu'au moins comme ça, nous, on le traite comme questions-réponses. Donc, transparent suivant. Voilà, outil open source. Donc, on est ravi d'accueillir Slim, qui nous vient directement des contrées froides de Sophia Antipolis. Enfin, quoique là, c'est côté des zones tempétueuses de Oui, Sophia une zone, Antipolis. ouais, en effet. Ouais. Et, et donc, il va nous parler, bon, déjà nous dire qui il est, peut-être un mot sur ce que c'est que SAP. Alors, c'est un outil ce qu'il va vous présenter. Nous, personnellement, on est éditeur logiciel dans la boîte. On n'a jamais eu de souci au niveau de détection de mots de passe, donc cet outil, on ne l'utilise pas. Hein, mais il y a des éditeurs logiciels où ça peut arriver que des développeurs mettent, sans faire exprès, des mots de passe sur leur compte GitHub. Donc, il est possible que ça vous soit utile. Et oui, c'est peut-être déjà arrivé aussi. Mais... Enfin, ce n'était pas des mots de passe très importants. Alors, Slim, on te laisse la main. Je vais te donner le partage normalement. Enfin, tu l'as déjà ou pas? Ok, hop là. Ouais, c'est Ouais, bah, bon. c'est bon. Et share. Et alors, tu as prévu combien de temps de présentation? Ah, une demi-heure à peu près. Eh ben, c'est Ça parti dépend. alors. Bon, merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi, je travaille chez SAP depuis maintenant 12 ans. Chez SAP Security Research. Au début, j'ai commencé en tant que chercheur spécialisé dans tout ce qui est protection des données privées. J'ai beaucoup travaillé sur toute la partie protection des données privées dans au tout au début du cloud à SAP, en fait, avant que le cloud soit une offre commerciale et tout. Donc, j'ai contribué à travailler un petit peu sur certains standards, sur certains mécanismes, travailler sur les politiques de sécurité et tout. Et en 2014, en fait, je me suis plus intéressé à l'aspect, disons, l'aspect big data de la cybersécurité. Je suis assez actif sur les réseaux sociaux et en fait, ça a commencé par tout ce qui était, je sais pas, données qui étaient liées aux vulnérabilités, aux attaques, qui étaient partagées sur des réseaux sociaux comme Twitter. Et j'observais que la qualité de ces données qui étaient échangées était assez intéressante dans le sens où parfois c'était vraiment assez détaillé et assez intéressant à suivre, à regarder et tout. Donc on avait commencé à travailler sur j'ai commencé à travailler à un tout petit prototype qui permettait de collecter toutes ces informations-là et de les classifier par type de vulnérabilité, par fournisseur de logiciels, par entreprise, etc., etc. Et je me suis rendu compte que la masse de données était vraiment très importante et qu'il y avait énormément d'informations qui n'étaient pas forcément communiquées via les canaux officiels, à savoir par exemple, je ne sais pas, Microsoft avec tout ce qui est tickets de sécurité, Microsoft et tout ça. Donc, je me suis dit que ce serait intéressant d'exploiter ce genre de sources. Alors, on a beaucoup travaillé là-dessus. On a créé un outil qui permettait d'analyser plusieurs sources, réseaux sociaux et autres. Et on a créé un outil qui permettait de traquer toutes les nouvelles vulnérabilités, toutes les nouvelles attaques et éventuellement et aussi les patchs qui sortaient.
Et on utilisait ça chez SAP. Et ensuite, on s'est dit, bon, bah, si on trouve ces informations-là sur les réseaux sociaux, pourquoi ne pas s'intéresser vraiment à d'autres sources? Donc, on s'est dit, allez, on va se rapprocher un petit peu de la source du mal, qui serait éventuellement le dark web. Donc, on a commencé à chercher au niveau du dark web. Et, et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'informations qui étaient liées à SAP, qui étaient liées à SAP dans le dark web, et des informations confidentielles. Alors, ça peut être du mot de passe, ça peut être des documents, ça peut être des emails ou autres. Et en fait, on se rend compte que ces informations-là ne sont pas uniquement liées à SAP, mais elles sont liées à tout le monde. Et voilà, donc en gros, si on essaye de voir ce qui se passe, qui est en train de sortir à l'extérieur des entreprises ou des organisations privées ou publiques, on se rend compte qu'en fait, les données, la fuite de données est un problème énorme. Donc, on voit certaines statistiques qui datent entre 2013 et 2018 ou 2019 en gros, on répertorie à peu près 76 fuites de données par seconde tous les jours. Donc, les fuites des données, si on les suit, si on les traque, il y en a des centaines par jour. Ça, bien sûr, je parle de ceux qui ont été identifiés, donc identifiés par l'entreprise qui est concernée ou par des services de CERT ou de veille, mais on ne parle même pas des fuites qui existent et qui sont terrées pendant des mois, voire des années, jusqu'à ce qu'on sache qu'il y a eu ces fuites-là. Donc, on a décidé de s'intéresser plus à ça. L'idée, c'était de diversifier les sources. Donc, on avait du dark web, on avait des réseaux sociaux, aussi sur Internet, Pastebin, tous les forums de discussion et d'échange d'informations, de mots de passe et tout ça. Et on a créé un autre outil en fait qui permettait justement d'identifier les données sensibles de SAP ou des données sensibles de SAP, des clients SAP. Donc ça répond un petit peu à la question de Edmond. Est-ce qu'il y a des outils qui permettent d'identifier toutes les informations personnelles? La réponse est oui. Alors nous, on l'a fait en interne, mais il existe plein d'autres solutions en externe, commerciales. Il y a une une start-up française qui réussit pas mal et qui se place très bien dans ce marché, qui s'appelle Sibel Angel. Et nous, on a testé leur outil, il est vraiment très avancé. En gros, ils essayent de ramasser tout ce qui sort à l'extérieur, de toutes les sources possibles pour identifier les fuites. Alors, les fuites, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est des données privées, confidentielles. Ça peut être même des plans d'architecture, des locaux, des entreprises. Par exemple, je ne sais pas, l'année dernière, il y a Bouygues, ils se sont fait hacker tout leur système d'information. Bah, en fait, on trouve les informations sur leur projet, leurs plans, etc., etc. Donc vraiment, quand on commence à chercher dans ce domaine-là, on trouve tout et n'importe quoi. Et on ne s'imagine même pas à quel point les données peuvent être aussi faciles à fuiter. Ça, c'est le contexte global. Et donc, parmi les sources qu'on avait qu'on a analysé, il y avait GitHub. Alors, notamment, c'était la partie GIST de GitHub, à savoir, c'était le partage de code et de données via GitHub. Et on s'est rendu compte aussi que GIST, il y avait plein de mots de passe SAP qui étaient liés à des systèmes de prod ou à des systèmes de développement qui étaient publiquement qui étaient disponibles de façon publique. Donc, il y avait certaines personnes qui les partageaient. Donc, on s'est dit que ces mots de passe-là étaient assez critiques. Et donc, on s'est dit que c'était intéressant de voir ça. Et on a décidé, en fait, de se focaliser sur GitHub
et de créer un autre outil qui permettait de scanner spécifiquement GitHub, parce que GitHub avait des particularités que les autres sources n'avaient pas, à savoir, bah, les données sont contenues dans du code, donc le code a une certaine structure, et le code, pour identifier l'information, il fallait vraiment bien analyser et surtout éviter tout ce qui était faux positif. Donc, quand on a commencé à chercher dans GitHub, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'informations liées à SAP, donc au code SAP, au système SAP, notamment les clés privées, les certificats, les emails, et énormément d'informations assez sensibles. Donc l'idée, c'est bien sûr d'identifier ça à la volée le plus rapidement possible et d'être le plus précis possible. Donc se limiter par exemple, à faire de l'analyse en utilisant des expressions régulières ou en essayant d'identifier des patterns bien spécifiques n'était plus assez efficace. C'est pour ça qu'on a décidé de passer sur la partie machine learning. Donc, en gros, entraîner des modèles de machine learning, de réseaux de neurones pour identifier les différents types d'informations qui existent. Ça permettait justement d'avoir une meilleure précision lors de l'identification de l'information. Donc, on a commencé avec ce projet-là et on a dit voilà, qu'on pouvait faire quelque chose de beaucoup plus concret là-dessus. Entre-temps, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément d'entreprises qui se font bien sûr avoir ou hacker à cause de GitHub, en tout cas à cause des informations confidentielles, des secrets qui sont publiés sur GitHub. Donc, le cas le plus connu, c'est Uber, avec les 57 millions d'utilisateurs, avec toutes les données privées, leur carte de crédit, leur trajet et tout ça, qui ont été divulgués, qui ont été publiés sur le net. Et tout ça est parti des clés API de leur accès à Amazon Cloud qui ont été mis publiquement, et bien sûr les hackers en ont profité pour accéder à tout ça. Donc, on a créé en interne d'abord un outil qui s'appelait SAP Credential Code Scanner. L'objectif était vraiment de focaliser sur le code source, de faire un outil spécifique pour l'analyse de code source et d'analyser le code source SAP open source public. Donc, c'était notre priorité parce qu'on a commencé à identifier ces informations dans l'open source public. Contrairement, oui, SAP, bien sûr, n'est pas très connu pour l'open source, mais depuis quelques années, on a pas mal de gros projets qui sortent, notamment, il y a eu SAP UI5, c'est tout ce qui est un petit peu HTML5++ pour SAP, qui est open source. Il y a aussi pas mal de logiciels de gestion, de management de tout ce qui est container, Kubernetes et tout ça, donc qui sont assez utilisés. Et donc SAP publie de plus en plus d'open source. On a décidé de focaliser sur cette partie-là et d'offrir un scanner SAP open source. Non, pas encore open source, mais en tout cas qui permettait de scanner l'open source externe. Alors, ce qui se passe, c'est que au début, il y avait d'autres outils. Ça, on n'était pas les premiers à arriver à ce niveau-là. Tous les autres outils, ils sont basés sur désolé, il y a mon fils qui m'embête là. Qui sont basés sur les expressions régulières. Et ces expressions régulières, en fait, elles ne sont pas très précises. Et quand on a commencé à utiliser ces outils-là, ou en tout cas essayer de faire la même chose que ces outils-là, et qu'on a commencé à scanner les projets open source, quand on contactait les développeurs ils n'étaient pas contents du tout parce qu'il y avait énormément de faux positifs. Donc, on a beaucoup travaillé avec les développeurs SAP pour comprendre, eux, quel serait l'outil idéal. Donc, on a fait pas mal d'heures de discussions, de tests avec eux, de workshops pour la user experience d'abord.
Et ensuite, on a beaucoup travaillé sur comment réduire les faux positifs. Et c'était clair pour nous que, pareil, se baser sur les expressions régulières, ça ne serait pas une solution, même si tout le monde adopte ça. Donc, on a étudié le type de faux positifs qu'on avait. Et on a identifié 2 gros types de faux positifs. Le premier, c'est, et le plus gênant, disons, enfin le plus facile à identifier et le plus basique, c'est tout ce qui est, disons, mot de passe ou en tout cas informations qui sont liées au test. Donc en gros, quand on a un projet, open source, on a le logiciel en lui-même, puis une partie de test qui permet à l'utilisateur de tester, au développeur de le tester. Donc tout ce code test contient des faux mots de passe ou de fausses clés API. Et ensuite, forcément, ça génère énormément de faux positifs. Et là, les développeurs n'étaient pas contents. Donc, c'était assez facile à identifier. Donc, on a pris toutes les informations qui sont liées à ce code test, à ce code d'exemple, et on a entraîné un modèle à reconnaître ça. On arrivait, bien sûr, donc avec ça, à réduire au moins entre 30 et 40% les faux positifs qui sont liés à ce genre de problématique. Maintenant, la deuxième problématique, c'est les mots de passe. Alors, tous les outils concurrents sont capables d'identifier les clés privées ou les clés d'API. Pourquoi? Parce qu'elles sont bien structurées. Par exemple, si je veux accéder à l'API Google ou l'API Amazon, on a une structure bien définie. Dans ce cas-là, une expression régulière peut facilement identifier ce genre de clés. Mais dès qu'il s'agit d'utiliser un mot de passe, en tout cas un développeur qui utilise un mot de passe pour s'authentifier sur une base de données ou autre, là, ça devient beaucoup plus critique parce qu'on n'est pas capable d'avoir une structure définie de comment on utilise le mot de passe. Donc, ce que font les autres outils, c'est chercher le mot de passe ou password ou autre, enfin équivalent. En tout cas, tout le vocabulaire d'authentification. Et là, à ce niveau-là, en fait, on se retrouve avec énormément de faux positifs. Et on a décidé justement d'entraîner un deuxième modèle qui serait capable justement d'identifier l'information dans le code et identifier la partie du code qui contient une authentification. Donc, à savoir, par exemple, ici, on va dire, dans le deuxième modèle, on va dire, voilà, on a un string password égale self set password, et set password, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, toute cette partie-là, on est capable de dire automatiquement que c'est un code snippet, donc une partie de code qui contient de l'authentification avec mot de passe. Et ensuite, bien sûr, on va éclater cette partie et l'analyser. L'analyser, le but, c'est identifier la paire, à savoir la variable et la valeur de la variable. Donc, si on est capable de faire ça, on est capable à tout moment d'identifier ce genre d'informations. Sauf que le travail n'est pas encore fini. Pourquoi? Parce que même dans du vrai code, donc c'est du code qui n'est pas destiné au test, on pourrait avoir par exemple string password égale set password. Et là, on peut avoir par exemple put your password ou fake password ou des choses comme ça. Donc, en plus d'identifier l'authentification par mot de passe, on va analyser le mot de passe pour savoir si c'est un vrai ou un faux mot de passe. Donc, c'est à double niveau. Donc, du coup, on a créé 2 modèles qui, en plus des expressions régulières, vont s'exécuter. Premier modèle, on va dire, si ce code, cette partie de code source, c'est un code d'exemple ou de test ou pas. Donc, dans ce cas-là, ça sera du faux positif si c'est du test. Et la deuxième partie, si on est dans du code productif, donc de dev pur, dans ce cas-là, on va identifier toutes les parties du code où il y aura de l'authentification et à partir de cette identification, on va trier l'authentification réelle ou la fausse authentification. Donc, du coup, on arrive à réduire de façon assez drastique les faux positifs. Et ça, c'était vraiment le but recherché.
Donc, on a une publication en cours là qui a été soumise et on a comparé en fait les résultats avec toutes les autres solutions. Je vais en parler plus tard. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on est capable du coup maintenant de réduire entre 70 et 80% des cas faux positifs. On ne couvre pas tout parce que c'est très difficile de couvrir tous les faux positifs et j'en parlerai après. Mais en tout cas, du coup, ça réduit énormément le volume de travail, en tout cas pour les développeurs, parce qu'on parle de gros projets qui ont des millions de lignes de code avec des centaines de milliers de commits, donc de versions de ce ligne de code. Donc, si on scanne un projet assez volumineux et qu'on soit capable de réduire entre 70 et 80% les faux positifs, ça va vraiment faciliter le travail du développeur pour corriger son code. Et il sera moins frustré, il sera moins négatif, parce que déjà, le développeur, quand on lui dit qu'il faut corriger le code, il n'est pas très content. Donc, essayer de réduire ce temps, ou en tout cas ce volume de traitement, c'est très important. Alors, ce qu'on a fait, du coup, on a scanné tout le code open source SAP. Et on a sécurisé toute cette partie-là. Ça a pris un petit peu de temps, mais on a réussi à le faire. Et bien sûr, on a commencé à scanner tout le GitHub interne, parce que GitHub, il y a la partie publique, mais il y a aussi des parties privées qui sont déployées chez certaines entreprises comme SAP. Donc, on a en interne GitHub, qui est décorrélé d'ailleurs du GitHub public. Donc, on a nos instances privées. Et on a commencé forcément à scanner en interne. Et là, en interne, on se rend compte que le cas est pire. Alors, ce n'est pas le cas de SAP, mais en fait, c'est toutes les entreprises qui utilisent des plateformes du style GitHub ou GitLab en interne, par défaut, comme les développeurs et même la culture générale tend vers l'hypothèse que comme tout est en interne, on peut se permettre de mettre du mot de passe dans du code source, forcément, toutes les données sont visibles. Et là, quand on a commencé à analyser, on s'est rendu compte que énormément de projets étaient concernés par négligence et par méconnaissance du risque. Alors, le risque, c'est quoi? C'est d'abord avoir un projet, même si c'est en interne, et mettre les mots de passe, ça peut même exposer l'employé, le développeur lui-même, parce que si ça se trouve, il utilise ses propres mots de passe ou des choses comme ça. On ne sait jamais, même si ce n'est pas une bonne idée de le faire. Deux, on ne sait pas qui peut accéder à ces répertoires. Les grandes entreprises, je parle notamment des grandes entreprises avec des milliers, des dizaines, voire des centaines de milliers d'employés, il y a des stagiaires, il y a toutes sortes de populations. Et notamment, il y a le risque de tout ce qui est insider threat, donc l'espion en interne. Alors, c'est pas de la science-fiction, hein, c'est vraiment une réalité, qui peut accéder à tout le répertoire GitHub, parce que c'est mal protégé, par exemple, parce qu'ils ont mis public en interne, et il peut accéder à toutes ces données qu'il peut utiliser en plusieurs façons, quoi. Donc, c'est un gros problème qu'on a identifié. Alors, quand je dis que ce n'est pas SAP qui est uniquement concerné, que toutes les grandes entreprises, parce que ce qu'on observe là, récemment, c'est qu'il y a énormément de GitHub, d'instances GitHub internes ou GitLab internes qui fuitent dans du public. Donc, il y a des gens, il y a des gens qui partagent ce genre d'informations, enfin en tout cas de GitHub interne, à l'extérieur, mais entier, avec des projets en entier. Nous, on a vu par exemple des cas comme AXA, comme Disney, le nouveau, etc., où ils se retrouvent avec leur code interne à l'extérieur. Donc forcément, ces codes sont publiés sur d'autres plateformes, GitHub ou GitLab, et n'importe qui peut les scanner, et forcément, n'importe qui peut accéder à ce genre de projet en interne. Ça, c'est la plus grosse problématique, disons, corporate, donc qui concerne les entreprises, mais aussi un autre aspect, c'est les employés, les développeurs, qui n'utilisent pas uniquement leur compte corporate, s'ils en ont un, mais qui utilisent leur compte privé pour faire du développement corporate. Donc,
faire du développement professionnel. Et là, c'est un petit peu open bar. Pourquoi? Parce que pas de contrôle, enfin pas moyen de contrôler pour l'entreprise. Pareil, le développeur a moins de contraintes, donc il se sent moins encadré, donc il peut faire ce qu'il veut. Et notamment, plusieurs développeurs utilisent des pseudos. Ils n'utilisent pas leur nom pour leur compte GitHub privé. Et du coup, bah, c'est difficile à traquer. Donc ça, c'est une tendance très, très, très importante des développeurs qui utilisent leur propre compte privé pour développer du code pro avec forcément les mots de passe à l'intérieur. Donc, quand on a commencé à comparer, on a fait une grosse comparaison avec les autres solutions. Alors, les autres solutions, la plupart, c'est open source. Il y a 2 solutions commerciales, une française qui est très bien, avec qui j'ai eu beaucoup de discussions, qui s'appelle GitGuardian. Mais toutes ces solutions ne se préoccupent pas de la partie faux positif, et qui vraiment nous concerne le plus. La partie faux positif était vraiment un des objectifs, l'objectif principal pour fournir un nouvel outil. Donc, quand on a comparé avec tous les autres outils, on est clairement au-dessus en termes d'identification de faux positifs et de réduction disons, de données qui ne sont pas intéressantes pour l'utilisateur. GitGuardian, et comme je disais, alors il y a Nightfall AI qui prétend utiliser machine learning, mais on a fait des tests sur la API, mais on a l'impression que pour l'instant, c'est un argument commercial plus que technique. GitGuardian utilise tout ce qui est expression régulière, mais ils sont très forts pour identifier les comptes perso des développeurs appartenant à des entreprises. Et donc, c'est pas mal ce qu'ils sont en train de faire. Et en plus, eux, leur objectif, c'est de scanner à grande échelle et très rapidement. Donc, d'après ce qu'on a vu, c'est ce qui, en termes de passage à l'échelle et en tout cas de vitesse d'exécution, c'est ceux qui sortent du lot. C'est une start-up aussi qui est basée à Paris, qui fait vraiment du très, très bon travail. Alors, donc je parlais de l'outil en interne, des travaux en interne, et le mois de juin, on est passé en public, donc en open source. Alors pourquoi open source? Parce que en fait, ça va de soi dans le sens où un outil qui est censé protéger les répertoires, les projets open source, il devait être aussi open source. Ça, c'était ça allait de soi, hein. Donc même quand on avait scanné tous les outils open source de SAP, le premier truc qu'on a eu comme remarque, c'est oui, mais c'est très bien ce que vous faites, ça nous aide beaucoup et tout, mais vous devriez vous aussi aller en open source. Donc c'était disons une façon naturelle. Autre chose, c'est que quand il y a beaucoup de personnes qui ont contribué à ce projet, et notamment il y a eu des stagiaires, et ces stagiaires ont quitté SAP pour aller travailler dans d'autres entreprises. Le mettre en open source, c'était une façon de les garder en contact, parce qu'ils ont beaucoup apprécié le travail sur ce projet-là. Et plusieurs de ces stagiaires, enfin ces anciens stagiaires, ont demandé à continuer à travailler, en tout cas à être informés. Et l'open source, c'était le moyen de les garder dans le loop. Et on a justement des personnes qui contribuent à ça, même s'ils ont quitté SAP. Et ça, c'est pas mal du tout. L'idée aussi, c'est de créer une communauté. Donc, on a déjà des contributeurs externes qui font vraiment du très, très, très bon boulot. On était surpris pour ça. Et vraiment, ils ont contribué avec leur contribution était vraiment de très grande qualité. On ne s'attendait pas à ça et ils nous ont beaucoup aidé à avancer là-dessus.
Donc l'idée, c'est vraiment de créer une communauté de développeurs qui travaillerait autour de ça et qui travaillerait à nous aider à créer ce qu'on veut ou bien à proposer des choses et à les implémenter et les rajouter sur notre projet. Donc nous, on compte aussi, bon, avec le Covid, c'était un petit peu difficile, mais on comptait faire un workshop, inviter les contributeurs et faire une sorte de brainstorming pour voir si on pouvait proposer de nouvelles idées et essayer de les implémenter. L'idée aussi, c'est d'étendre l'adoption aux utilisateurs externes. Il n'y a pas que SAP qui pourrait en bénéficier, mais n'importe qui peut en bénéficier, et notamment des clients SAP. Donc, c'était facile aussi pour nous d'utiliser l'open source pour aller voir d'autres clients, parce que SAP n'est pas connu, enfin, n'est pas un vendeur de produits de sécurité. Donc, on ne pouvait pas le vendre en tant que produit, mais on a eu beaucoup d'intérêt de clients SAP, et donc open source, c'était aussi un moyen facile d'aller vers le client. L'idée aussi, c'est d'encourager l'innovation, en fait, donc en proposant, enfin, en ouvrant la porte à n'importe qui de proposer de nouvelles idées, de discuter là-dessus et de les développer. Donc, vous pouvez aller trouver le projet sur ce lien GitHub qui est donc github/sap/credential-digger. Donc, à quoi ressemble l'outil une fois installé? Cet outil, c'est sur un container. Vous déployez le container Docker et ensuite vous avez l'outil avec une UI. L'utilisation est hyper simple. Donc, vous mettez l'URL de votre répertoire à scanner, donc de votre projet, et vous sélectionnez la catégorie d'informations que vous voulez identifier, par exemple mot de passe, clé d'accès, token, etc., etc. Mais la liste est encore plus longue, où vous pouvez scanner pour tout et ensuite vous cliquez sur Start Scan et ça vous donne la liste de ce qui est identifié. Alors, ce qu'on fait, donc on a les découvertes, donc on a le flag, par exemple, ça c'est un mot de passe, on a le commit ID et en cliquant ici, on peut avoir la portion de code qui est concernée. Donc on voit quel est le mot de passe qui a été publié. On peut aller directement sur le fichier. Par exemple, en cliquant ici, on va directement sur le fichier ou bien sur le commit ID, on va voir le diff. Donc pour pouvoir l'identifier et éventuellement fixer le problème. Alors, dans ce cas-là, on a 3 possibilités. Donc, une fois qu'on a identifié quelque chose. Donc, la première possibilité, notre outil s'est trompé, il l'a mis, c'était du faux positif, on va le flaguer en tant que faux positif. Ensuite, je vais vous expliquer comment ça va être pris en compte. Donc, le développeur le flague en tant que faux positif et ensuite, il va disparaître de son dashboard. La deuxième solution, c'est il va le mettre en état address hit. Donc, il est en train de le réparer. Donc, comme ça, on sait qu'il y aura un retour derrière. Et une fois qu'il a géré le problème, il va le flaguer en tant que not relevant anymore. Donc, ça veut dire que le problème a été traité et pareil, ça va disparaître de la UI. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on a l'outil est aussi destiné à des équipes de développement. Donc, on aura un project owner ou un project manager qui va gérer ça et qui va dispatcher le code, enfin en tout cas les corrections aux développeurs concernés. Et il va suivre l'évolution du bug fixing. Donc, c'est pour ça qu'on a cette dispositif. Alors, pour effacer, en tout cas pour répondre au problème, on a 2 options. La première option, la plus radicale que les développeurs n'aiment pas en grande majorité, c'est de l'effacer du code et d'effacer tous les commits, donc tout l'historique où ce mot de passe existe. Donc, ils n'aiment pas parce qu'ils préfèrent garder les commits. Deuxième solution, quand c'est possible, bien sûr, c'est de révoquer le mot de passe. Donc, le mot de passe qui est d'une base de données ou d'un accès à un service ou d'une offre cloud, enfin d'une API cloud, pardon, ils vont changer de mot de passe tout simplement et faire en sorte que le mot de passe qui est publié ne soit plus utilisable. Donc, celui qui veut le tester, il ne fonctionnera plus.
Donc ça, c'est les différentes options possibles. Donc, à notre grande surprise, on a remarqué qu'on parlait de nous sans être du tout sollicité. Et on a vu, par exemple, donc il y avait un article sur Security Online qui parlait de Credential Digger, mais aussi il y avait des outils de pen testing, des plateformes de pen testing qui recommandaient cet outil pour justement identifier tout ce qui est mot de passe et secret. Donc on a eu Integrity, qui est une grosse plateforme de bug bounty et de pen testing, qui avait élu en août l'outil en tant que Tool of the Week pour tout ce qui est credential. Alors, le futur, où on a commencé à travailler dessus, c'est d'abord, on a commencé à travailler sur une partie monitoring en temps réel. Donc, je vous ai montré le scanner donc statique, à savoir, on connaît le projet à scanner ou en tout cas à analyser et on obtient des résultats. Là, le GitHub, disons live monitoring, c'est on va monitorer toutes les commits publics, donc toutes les publications sur github.com, et ensuite on va les filtrer en fonction de nos besoins. Donc pour nous SAP, mais pour n'importe qui pourra faire quelque chose. Ensuite, l'idée, c'est vraiment d'identifier justement les personnes qui utilisent leur repo personnel pour travailler sur les projets corporate et publier les mots de passe. Le deuxième projet qu'on est en train de lancer, c'est de faire du federated learning. Donc, comme on utilise du machine learning et comme notre modèle n'est pas en tout cas précis à 100%, l'idée, c'est de impliquer encore une fois la communauté pour améliorer ce modèle. Donc, quand je vous ai dit, l'outil, on a la possibilité de faire du flaguer, du faux positif, bah, ça nous permet aussi de réentraîner notre modèle et de l'améliorer. Et pour ce faire, on est en train de travailler sur une plateforme de federated learning où, donc à moyen terme, n'importe quel utilisateur de Credential Digger pourra contribuer à améliorer de façon transparente le modèle centralisé qui sera le modèle de référence pour identifier les mots de passe. Et bien sûr, qui dit modèle open source ou modèle, disons, disponible, il faut le protéger, ce modèle, contre les copies, les modifications, le clonage, etc., etc. Donc, on travaille aussi sur toute la partie watermarking et une partie chiffrement pour protéger ce modèle contre ce genre d'attaque. Donc, c'est un petit peu le tour. J'ai essayé de ne pas être très long, trop long. Donc, si vous avez besoin, bien sûr, de n'importe quelle information ou question, bah, vous me contactez par email ou vous posez les questions directement sur le site, sur le GitHub de Credential Digger. Vous pouvez créer vos tickets, faire vos suggestions et voilà. Donc, voilà, c'est un petit peu tout. Ok, alors merci Slim. Alors j'essaye de réactiver ma... Ah, super, fabuleux. On est encore là. Alors, on a eu une question de Frédéric. Est-ce que tu as une comparaison avec alors là, shhgit.com? Alors, c'est la première fois que je vois ça. En fait, il y a énormément d'outils là-dessus. Non, on n'a pas fait ça. Alors, mais je ne sais pas quelle est la particularité de ce… Enfin bon, donc du coup, on n'a pas... Ouais, bon. Donc Frédéric, voilà, tu pourras interagir avec Slim plus tard, poser la question sur le GitHub, mais il te le met en issues et puis. Ouais. Mais ok, donc on note qu'en fait il y a le spectre est énorme quoi. Oui, produits, le donc, spectre, du coup, voilà, oui, exactement. Ouais. Il y a énormément de choses et après, voilà, peut-être qu'on en apprend tout le temps. Comme je disais, en fait, dès qu'on découvre un outil ou que ce soit open source ou commercial, on voit ce qui est faisable, si c'est intéressant ou pas, et éventuellement on l'intègre à notre outil aussi.
Ok, ça marche. Alors pendant ce temps, je rappelle aux gens qui participent, qui peuvent poser leurs questions je regarde sur YouTube, sur Zoom, soit dans le chat, soit dans questions-réponses. Alors sinon, moi j'en ai une ou deux en stock. Moi, c'est plutôt la partie. Alors déjà, là, niveau projet, là, le slide, le transparent précédent, tu présentais un petit peu les tâches qui viennent. Est-ce que ce sont des tâches qui relèvent du vœu pieux ou est-ce que c'est vraiment ce qui est prévu? Et Ah non, est-ce c'est que ce le qui est cas pas tout. échéant, tu as une roadmap? Alors tout ça, c'est en cours. Alors on a commencé le live monitoring, on a une version en interne qu'on est en train de l'améliorer parce que quand on parle de live monitoring, on parle de grosses informations de données, donc la probabilité d'avoir du faux positif est beaucoup plus élevée. Euh, donc là, on se confronte à tout ce qui est traitement de gros volumes de données en stream. Mais non, c'est en cours. Et comme je disais, s'il y a des personnes qui seraient intéressées de nous rejoindre, ils peuvent nous aider là-dessus. Federated Learning, on a déjà la plateforme, donc on a déjà créé une plateforme de Federated Learning en interne qu'on a testé en interne. Maintenant, l'idée, c'est de faire un déploiement à grande échelle, enfin un déploiement réel. Mais là, pareil, on veut voir quels sont disons les utilisateurs qui sont vraiment intéressés à participer à ça, parce qu'ils ont un statut assez particulier pour pouvoir remonter l'information et tout. Donc, beaucoup travailler avec eux, échanger, voir, discuter avec eux pourquoi ils ont mis tel ou tel false positif, parce que, comme je disais, on a remarqué que chaque développeur avait sa propre notion de faux positif. Il y en a qui ont différentes, disons, interprétations d'un faux positif. Et la partie watermarking et encryption, donc il y a un PhD qui travaille actuellement dessus, Sofiane Lounissi, qui est avec Recom et SAP, et qui travaille sur une version watermarking. Donc, on pourrait bientôt tester en grandeur nature pour justement éviter le clonage. Pareil, ça, on découvre que, par exemple, le marché un petit peu enfin, des plateformes de partage ou en tout cas d'accès au modèle pré-entraîné ne sont pas si développés et déployés que ça et ne sont pas si sécurisés que ça. Donc, c'est toute une problématique à adresser, je pense, maintenant, où par exemple, j'ai vu dans le dernier Black Hat en août, Black Hat États-Unis, que les plateformes de Google, Amazon et tout ça se faisaient cloner très facilement. Donc, eux, ils fournissaient des modèles payants et les attaquants pouvaient copier leurs modèles et les utiliser gratuitement. Donc, pareil, ici, il y a énormément de choses qui sont, euh, qui sont ouvertes et auxquelles on s'intéresse. Donc non, c'est du concret, c'est pas des vieux vœux pieux, on est dans des choses qu'on a déjà entamées. Et alors bon, du coup, Frédéric a reprécisé que si tu allais sur SSH, c'est dur Oui, à dire, enfin le truc Git, en fait ça affiche, je n'ai pas eu le temps de regarder ce que je t'écoutais, mais a priori sur l'URL directement, il t'affiche tous les codes, les mots de passe leakés sur GitHub en pseudo temps réel. Bon. Mais oui, tu jetteras un œil quand même. oui, oui. Mais Alors, je me devais de alors, redire la question que j'ai eue. oui. Ouais, ouais, vas-y. Mais alors du coup, est-ce que, là, que je comprenne bien la partie Secure Models Deployment, parce que toi tu veux interdire le clonage, parce qu'en fin de compte, ce qui est open source, c'est plutôt la plateforme, et le but c'est que le modèle lui soit protégé et payant, parce que ça fait partie de la plus-value que vous apportez, ou c'est pour d'autres raisons? Non, 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 il sera pas payant, non, non, mais pour une raison d'IP. Alors, il y a deux raisons. La première, c'est IP, pour ne pas retrouver par exemple, une offre commerciale qui utiliserait notre modèle. Et la deuxième, c'est protection des données privées. Pourquoi? Parce que quand on a entraîné notre modèle, on a utilisé des vraies données, donc de vrais mots de passe et tout ça. Et l'une des problématiques du machine learning, et notamment des modèles, c'est qu'il y a des techniques de reverse engineering de ces modèles-là. Et en fait, reverse engineering, ils sont capables de retrouver les données originales. Donc là, on a deux trucs.
on a un, protéger l'IP et deux, protéger les mots de passe qu'on a utilisés, les vrais mots de passe qu'on a utilisés pour entraîner le modèle. Et par la suite aussi pour protéger nos contributeurs, parce que nos contributeurs, quand ils vont scanner leur propre repo et qu'ils vont flaguer du true ou du false positif, bah, ce serait pas prudent de réentraîner les modèles avec ce genre de données. Donc l'idée, c'est vraiment protéger un maximum en termes de chiffrement et en termes d'interdiction de clonage à ce niveau-là. Donc c'est pas une question commerciale parce qu'on va pas commercialiser ou faire payer le modèle, mais vraiment le protéger. Ok. Donc du coup, j'apprends un truc, tu vois, je savais même pas qu'on pouvait reverse engineer Oui, on peut. un réseau neuronal. On se plaint tout le temps que c'est des boîtes noires, mais en fin de compte, non, quoi. Bon, ça, Non, c'est bien. bah après, il faut avoir un set de données qui est inférieur au set de données utilisé, mais comme c'est des données publiques, ils sont capables de le faire. D'accord, ouais, ça marche. Alors, bon, comme il n'y a pas eu d'autres questions, je me permets d'en poser une autre. Plus sur le côté licence, du coup, parce que je me suis baladé sur Apache, ouais. le GitHub. Je vois que vous êtes en Apache, Ouais. mais que vous importez vous utilisez dans les third parties une licence LGPL. Alors, de mon humble expérience, moi qui ne suis pas un avocat, du coup, ça m'arrange si SAP l'a fait. De mon expérience, on n'avait pas le droit de mélanger du LGPL dans un projet qu'on distribue en Apache. Et je me demandais du coup si vous y étiez allé un peu comme ça du Alors, tac au tac, ou si c'est SAP qui vous a dit on a regardé et nous on vous autorise parce bonne que LGPL. question, ça dépend. Alors, nous, avant de passer en public, on a un scan légal, on leur donne toutes nos dépendances et le légal vérifie ça. Maintenant, je vais checker ça. Peut-être que ça a été rajouté par la suite. Donc, par la suite, c'est peut-être un contributeur externe. On n'a pas revérifié. Très, très, très intéressant et je le note tout de suite et on va vérifier ça. Peut-être Ah, que ça c'est va, oui. passé. Enfin, à titre d'éditeur logiciel, ça m'intéresse vu que nous on a les mêmes Pareil, problématiques. ouais. Alors pareil, par exemple, nous aussi, on a découvert, avec les contributeurs, qu'il faut vérifier toutes les contributions. Et des fois, les contributeurs font de grosses contributions. Donc, il faut du temps et une expertise aussi pour analyser le code et ce que font les contributeurs externes. Donc, peut-être que c'est passé via ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on a fait un license check avant de sortir en public. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on était clean là-dessus, mais peut-être qu'entre-temps… oui, Non, donc… encore une fois, ouais. moi j'ai pas d'armée d'avocats derrière moi, donc si jamais les tiens ont Mais conclu que LGPL peut être distribué, parce que de ce je que vais nous on checker avait ça. constaté en cherchant un petit peu partout, c'est que LGPL, tu pouvais le distribuer avec un soft non open source, mais tu pouvais pas le distribuer avec un soft en licence Apache. Et Ah, si les avocats de SAP ont décidé que c'était bon, moi ça m'arrange, hein, parce que du coup, il y a des trucs non, qu'on pouvait pas mettre. je vais te le dire. Faut peut-être pas remuer non plus les avocats à SAP, hein, je sais pas. Ouais. Slim, moi Euh, pardon, Cédric, si tu as encore d'autres questions. Non, vas-y, si tu as une question, moi, celle-là, c'était. Oui, Slim, moi, la question que je me posais, c'est est-ce que au niveau de l'utilisation de l'outil même, il y a un contrôle qui est fait, voilà, sur qui peut utiliser l'outil. Est-ce qu'il y a une traçabilité des personnes Non, qui utilisent cet outil pour, non, non, du tout. parce que voilà, ça peut être, bon, c'est utilisé pour faire du pen testing, mais ça peut Oui. être aussi. Alors, est-ce que derrière, il y a. Je peux vous répondre directement. Oui, il y a des bug bounty et d'autres personnes en Inde qui l'utilisent pour leurs propres objectifs personnels. Oui, Ouais. d'accord. Bon, ok. Bon, ben, ça peut être en effet. Parce qu'on voit en fait certaines activités sur Twitter. Donc, par exemple, on a eu alors ça a été recommandé sur Twitter par le responsable Red Team de GitLab qui l'avait testé, qui avait donné des feedbacks positifs. Et à partir de ce moment-là, en fait, c'est parti, ça s'est propagé et on a vu beaucoup franchement, alors, pen tester, bug bounty hunter indiens qui se sont mis à l'utiliser. Alors, peut-être que je vais préciser ma question. Ma question, c'était de savoir, dans le cadre, par exemple, d'une entreprise, c'est un outil qui permet en effet de découvrir des mots de passe, on va le dire comme ça.
est-ce qu'il y a possibilité de contrôler qui utilise cet outil? Voilà, c'est pas, voilà. Dans le cadre d'une entreprise, alors, Voilà. on a la version interne, oui, parce qu'on l'avait, la première version interne qu'on avait mise en route, oui, parce qu'on l'avait interfacée avec le Identity Management System de SAP. Donc, en gros, pour accéder au service, il fallait se loguer via SSO, donc Single Sign-On, et ensuite, on avait le profil de l'utilisateur. Et là, on sait qui fait quoi. On a tout un on avait fait un organigramme donc avec les différentes tâches des développeurs, des Scrum Masters, etc., etc. Donc ça, c'est en interne, mais c'est pas, on l'a pas remis sur la partie open source parce que on pensait que c'était, déjà il y avait beaucoup de dépendances avec SAP et que pour l'instant, c'est peut-être trop compliqué pour les early adopters d'avoir ça. Mais l'idée, si on a une entreprise qui serait intéressée, c'est de, en plus de leur fournir l'outil, c'est de les aider peut-être à l'intégrer avec leur organisation interne. Très bien. Merci, Slim. Ok. Et ben avec ça, on n'a pas d'autres questions. Bon, je ne vais pas m'embêter à remettre mes transparents, mais normalement, il y a marqué sandwich où on partage les cornichons. Je laisse voir ce que sont les cornichons, mais déjà, merci beaucoup Slim pour le temps passé. Hein, ça fait plaisir de savoir que sur la Côte d'Azur, on a des gens qui s'embêtent à contribuer à des choses en open source plutôt que simplement les consommer. Hein, c'est bien de jouer le jeu. Je suis curieux de savoir ce que ça va donner. Hein. J'ai presque envie de dire rendez-vous dans un an pour voir. Parce que bon, Oui. des fois, il y a des choses qui sont mises en open source et après qui meurent de leur belle mort. Mais bon, du coup, on n'a même pas le temps d'aller à l'enterrement. Mais là, ça me paraît être un truc qui part bien. Donc, ça peut être intéressant dans un an de faire le statu quo et de savoir du coup les nouvelles fonctionnalités et tout ça. L'animation de la communauté aussi, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Ouais. Mais il faut il faut de l'investissement, j'ai remarqué. Même si on est en open source. Vous vendez 2 ou 3 voitures électriques là, et puis ça vous financera. Mais ça serait peut-être bien qu'elle s'appelle Abstrance tweet aussi sur ce que vous faites plutôt que sur les voitures électriques. Enfin, ça, c'est... Non, ils le font. Non, pour être. Je vois passer que les trucs de voitures électriques. Alors, du coup, Non, sur ils le LinkedIn, font. Non. La com officielle s'appelle Apps France, fait passer aussi Credential Digger. Ça se glisse de temps en temps entre. Ça se glisse des de temps en temps. Tesla et C'est des peut-être Volkswagen. noyé, mais bon. Oui, c'est noyé, je confirme. Faudrait que je regarde à minuit. Peut-être qu'à minuit, il y a un petit message qui passe. Non, en tout cas, c'est super. Merci pour ça. Et je dis merci à tous ceux qui ont participé. Merci à ceux qui ont assisté à YouTube. Si on a eu, je crois qu'il y en a eu un. J'ai vu un visionnage quand même YouTube. Mais en général, c'est plutôt sur les rediffusions. Ensuite, ça sera intéressant. On l'a fait en français. Parce que Télécom Valley, c'est la baguette et le jambon. Mais bon. Alors, j'aurais pu le faire en anglais, mais je savais pas. Oui, on s'en doute bien. T'inquiète pas, je sais qu'à SAP, c'est dans le classique. En allemand aussi, bien sûr. Mais voilà, on a fini. De toute façon, là, je dis merci à tous. Merci encore à toi, merci à Edmond. Rendez-vous le 14 octobre pour le Sophia Security Camp. Oui, le 13. Voilà. Le 13 octobre. Ah, je croyais que ça portait malheur. Le 13 octobre, alors. Non, c'est pas le vendredi 13. C'est juste avant les assises de la sécurité. Exactement. Le 14. On a pris comme principe de le faire toujours la veille des assises de Monaco. D'accord. Ouais. Et donc, voilà, rendez-vous au 13 pour une autre, pour l'événement phare de cybersécurité, de la communauté cybersécurité. Okay. Merci à tous. Bon confinement. Bonne tempête. Ouais. Et à très bientôt à tout le monde. Allez, merci. Au revoir. Bonne journée, bon week-end. Au revoir.